Bonjour, chers auditeurs. Je veux partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui a tout changé. Quelque chose qui m'a appris la différence entre une maison et un foyer, entre le sang et la famille, entre le silence et la force. On dit que l'amour maternel est inconditionnel. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que parfois, l'amour devient une prison. Et parfois, les clés de cette prison sont détenues par ceux-là même pour qui vous seriez prêt à mourir. Mon nom n'a pas d'importance. Mon âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ceci. Je suis une femme qui a appris que le sang n'est pas toujours synonyme de loyauté. Et je l'ai appris de la manière la plus dure qui soit. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Pas au jour où il m'a giflé, ça viendra plus tard. Mais au début, quand j'étais jeune et folle et que je croyais que le sacrifice était synonyme d'amour. J'avais 23 ans quand j'ai épousé Henri. Jeune, certes, mais assez âgé pour savoir ce que je voulais, une famille, un foyer, une vie construite sur des bases solides. Henri était charmant, à la française, discret, attentionné, avec des mains capables de réparer tout ce qui était cassé. Sauf, comme je l'apprendrai plus tard, l'essentiel. Nous avons acheté notre maison à Lyon alors que j'étais enceinte de notre fils, Marcel. Une maison modeste rue des Marronniers, 3 chambres, un petit jardin, des fenêtres qui captaient parfaitement la lumière matinale. Le genre de maison où l'on pouvait imaginer les rires des enfants résonner dans les couloirs. Mais voici ce que Marcel ignorait, ce que je n'avais jamais pensé à lui dire, la solvabilité de son père était fragile. Endommagé par sa jeunesse, par des choix faits avant notre rencontre. Lorsque nous avons demandé le prêt immobilier, c'est mon nom qui a scellé l'affaire. Mon emploi stable à l'usine textile, mon dossier de crédit impeccable, ma signature sur chaque document. J'avais 23 ans, je travaillais en double équipe, les mains écorchées par les machines, les pieds gonflés à force de rester debout 12 heures par jour. Mais je construisais quelque chose. Nous construisions quelque chose. La maison n'était pas seulement le rêve d'Henri. C'était le mien. Marcel est né un mardi d'octobre. J'ai pris 2 semaines de congé, 2 semaines qu'on ne pouvait pas se permettre et puis j'étais de retour à l'usine, Henri surveillant le bébé tout en travaillant sur ses chantiers. On était fatigués. Mon Dieu, on était tellement fatigués. Mais on était heureux. Enfin, je le croyais. Les enfants ne voient pas les sacrifices. Ils ne devraient pas avoir à les voir. C'est ce qu'on se dit quand on saute des repas pour qu'ils puissent manger. Quand on porte le même manteau pendant 5 hivers pour qu'ils aient de nouveaux vêtements d'école. Quand on fait des heures supplémentaires pour qu'ils puissent partir en sortie scolaire avec leurs copains. Marcel était un bon garçon. Discret comme son père, mais avec une pointe de malice qui me faisait rire. Il adorait le football, détestait les mathématiques et savait se tirer d'affaire avec son sourire en coin. Je travaillais. Henri travaillait. Marcel grandissait. Les années se confondaient comme elles le font quand on est occupé à les vivre. Première communion, pièce de théâtre, genoux écorchés, attitudes adolescentes. Les moments ordinaires qui composent une vie. Mais il y avait aussi d'autres moments. Des moments que je remarquais sans les nommer. Comme quand Marcel, à 15 ans, avait ramené sa petite amie, Céline, à la maison pour dîner. Sa façon d'examiner notre maison non pas avec appréciation, mais avec appréciation. Comme si elle la comparait à un critère invisible et la trouvait décevante. « Ta mère cuisine bien », disait-elle à Marcel, comme si je n'étais pas là. « Elle travaille dur », répliqua Marcel. Mais il le disait comme une excuse. J'aurais dû prêter attention. Sa façon de parler de moi, pas à moi. La façon dont Marcel commençait à me voir à travers ses yeux comme la femme qui cuisinait, nettoyait et travaillait, et non comme celle qui avait construit les murs qui nous entouraient. Mais j'étais fatigué. Tellement fatigué. Et il était plus facile de laisser passer les choses que de mener des batailles qui semblaient trop insignifiantes pour avoir de l'importance. Sauf qu'elles n'étaient pas insignifiantes. Elles s'accumulaient, une à une, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Henri commença à tomber malade quand Marcel avait 22 ans. Rien de dramatique au début, juste plus fatigué que d'habitude, essoufflé en montant les escaliers. Nous pensions que c'était dû à l'âge, au stress, à trop d'années de dur labeur. Au moment du diagnostic, le cancer s'était déjà propagé. Marcel vivait alors avec Céline, dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Il se rendait visite le dimanche, consciencieux et distant. Céline s'asseyait au bord du canapé, comme si elle craignait de laisser une trace sur les coussins. Marcel s'enquérait du traitement de son père sur le même ton qu'on emploie pour s'enquérir de la météo. « Comment vas-tu, maman » demandait-il. Mais il n'attendait jamais la réponse. Je tenais le coup comme toujours, en travaillant plus dur. J'ai pris plus de quart à l'usine pour payer les médicaments d'Henri. J'ai appris à faire des piqûres, à surveiller sa respiration, à dormir d'une oreille attentive au changement de son rythme. La maison semblait alors différente. Plus petite, en quelque sorte,
chargé du poids des non-dits. Du matériel médical dans le salon. Des flacons de pilules sur le plan de travail de la cuisine. L'odeur d'antiseptique qu'aucune quantité de lavande ne pouvait masquer. Henri maigrissait. Je durcissais. Promets-moi quelque chose, dit-il un soir, sa main faible dans la mienne. N'importe quoi. Promets-moi que tu ne te laisseras pas effacer. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Comment l'aurais-je pu? Je pensais que le pire qui puisse arriver était de le perdre. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Le faire-part de mariage arriva 3 mois avant la mort d'Henri. Un élégant carton crème avec des lettres dorées. Marcel et Céline, enfin officialisant le mariage. Il était temps, dit Henri, mais sa voix portait quelque chose que je ne pouvais nommer. J'étais heureuse pour eux. Bien sûr que oui. Mais il y avait quelque chose de spécial dans leur façon de gérer l'organisation, la façon dont ils discutaient des lieux, des listes d'invités et du traiteur sans jamais nous demander ce que nous pensions, ce que nous voulions, ce que nous pouvions nous permettre de contribuer. On veut que ce soit petit, dit Marcel lorsqu'ils vinrent nous parler de leur projet. Juste la famille et les amis proches. La famille proche. Je me demandais ce que cela signifiait pour eux. Le mariage était magnifique. Céline était resplendissante dans la robe de sa grand-mère, Marcel était magnifique dans son smoking de location. Ils échangèrent leurs vœux dans l'église où Marcel avait été baptisé, où Henri et moi nous étions mariés 25 ans plus tôt. Mais je me sentais comme une invitée au mariage de mon propre fils. Pas vraiment importune, mais superflue. Comme une décoration qui servait à quelque chose mais n'avait pas vraiment d'importance. Pendant la réception, j'ai entendu Céline parler à ses amis. On cherche des maisons, a-t-elle dit. Quelque chose de plus spacieux, avec un meilleur quartier. La maison des parents de Marcel est tellement petite, tellement démodée. Marcel se tenait juste là. Il ne la corrigea pas. Il ne dit pas que notre maison était l'endroit où il avait appris à marcher, où il avait fêté son premier anniversaire, où son père lui avait appris à changer un pneu dans l'allée. Il hocha simplement la tête et dit « On veut quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de mieux. Quelque chose qui ne soit pas à nous. » Ce soir-là, Henri était silencieux. Plus silencieux que d'habitude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. « Rien. Tout. » Il se tourna vers moi dans l'obscurité. « Il faut que je te dise quelque chose. À propos de la maison. À propos du testament. » Henri planifiait depuis des mois. Pendant que je faisais des heures supplémentaires et que j'apprenais à gérer ses médicaments, il rencontrait son avocat, Maître Dubois. Il prenait des dispositions dont j'ignorais tout. « Il y a quelque chose chez Marcel qui m'inquiète, » dit-il. Sa façon de parler de la maison. De toi. Comme si tu étais déjà parti. J'aurais voulu défendre notre fils. Dire qu'Henri voyait des choses qui n'existaient pas, que la maladie le rendait paranoïaque. Mais je ne pouvais pas. Parce que je l'avais vu aussi. La façon dont Marcel me regardait en présence de Céline, comme si j'étais une source d'embarras. Sa façon de parler de « quand on héritera de la maison », comme si c'était une fatalité. Sa façon de planifier notre avenir sans jamais nous demander ce que nous voulions. J'ai modifié le testament, dit Henri. Il y a une clause. Si jamais Marcel, s'il te traite mal, s'il essaie de te forcer à partir, s'il te manque le respect que tu mérites, il perd tout. Mon cœur s'est arrêté. Henri, non. C'est notre fils. C'est notre fils. Mais tu es ma femme. Et cette maison, elle est autant à toi qu'à moi. Plus à toi, en fait, puisque ton nom est sur l'hypothèque. J'avais presque oublié ça. Pendant toutes ces années de mariage, à élever Marcel, à construire notre vie ensemble, j'avais oublié que c'était moi qui avais droit au prêt. Que légalement, officiellement, j'étais autant propriétaire de notre maison qu'Henri. J'ai fait une déclaration, a poursuivi Henri. J'explique tout. Et j'ai installé un coffre-fort. Tous les documents sont là. Au cas où. Au cas où. Comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Comme s'il pouvait prédire l'avenir et que ce qu'il y voyait ne lui plaisait pas. Promets-le-moi, a-t-il répété. Promets-moi que tu ne les laisseras pas t'effacer. Cette fois, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Henri est mort un jeudi matin de mars. Paisiblement, dans notre lit, ma main dans la sienne. La dernière chose qu'il a dite a été mon nom. Les funérailles étaient tout ce qu'il aurait détesté. Élaborées, coûteuses, remplies de gens qui le connaissaient à peine. Céline a insisté pour s'occuper des arrangements, et j'étais trop engourdi par le chagrin pour la contrer. Marcel portait un tailleur noir que je n'avais jamais vu auparavant. Céline portait des perles et une robe qui m'a coûté plus cher que ce que j'avais gagné en un mois. On aurait dit qu'il assistait aux funérailles de quelqu'un d'autre, et non à celles de l'homme qui avait élevé Marcel, qu'il avait aimé inconditionnellement pendant 30 ans. La cérémonie a eu lieu à Saint-Nizier, l'église même où Marcel s'était marié.
J'étais assise au premier banc, entre mon fils et ma belle-fille, me sentant étrangère à mon propre chagrin. Des gens sont venus me voir après. Des voisins, de vieux amis, des collègues de travail d'Henri. Ils ont pris mes mains et m'ont dit combien ils étaient désolés, combien Henri m'avait aimé, combien ils étaient là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mais Marcel et Céline se tenaient à l'écart, recevant les condoléances comme s'ils étaient les premiers endeuillés. Comme si j'étais juste un parent parmi d'autres, une personne touchée par la perte sans être anéantie. Après l'enterrement, tout le monde est revenu chez nous. Ma maison. Celle où Henri et moi avions vécu 30 ans, où nous avions élevé notre fils, où nous avions construit notre vie ensemble. Céline se déplaçait dans les pièces comme si elles lui appartenaient, guidant les gens vers la cuisine, leur montrant où déposer les fleurs, acceptant les condoléances comme si elle avait perdu quelque chose, elle aussi. Je flottais dans ma propre maison comme un fantôme. Le dernier endeuillé est parti vers 20 heures. J'étais debout dans la cuisine, à regarder la vaisselle à laver, les fleurs à arroser, les plats réfrigérés. Ces tâches ordinaires qui continuent même après la fin du monde. Marcel et Céline étaient dans le salon. Je les entendais parler à voix basse, mais je ne comprenais pas leurs paroles. Je n'ai pas essayé. J'étais trop fatigué pour écouter aux portes, trop vide pour m'en soucier. J'aurais dû être attentif. Maman. La voix de Marcel depuis l'embrasure de la porte. Je me suis retourné, et quelque chose dans son expression m'a retourné l'estomac. Il faut qu'on parle. Céline est apparue derrière lui. Elle ne me regardait pas. Elle scrutait la cuisine comme si elle la cataloguait, comme si elle faisait des plans. À propos de quoi? Ai-je demandé. Marcel a pris une inspiration. À propos de la maison. À propos de ce qui va se passer maintenant. À propos de ce qui va se passer maintenant. Comme si j'étais un problème à résoudre à la place de sa mère qui venait d'enterrer son mari. Je ne comprends pas. Papa m'a tout laissé, a dit Marcel. La maison, les comptes, tout. Et Céline et moi, on veut emménager. On veut fonder notre famille ici. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai reculé, la main agrippée au plan de travail pour me soutenir. Emménager? C'est une belle maison, a dit Céline, s'adressant directement à moi pour la première fois de la journée. Un bon quartier. Une bonne structure. On peut la rénover, la moderniser. La rénover. Comme si 30 ans de notre vie ici n'étaient qu'une décoration démodée qu'il fallait dépouiller. Où pourrais-je? Commençai-je à demander, mais Marcel me coupa la parole. Tu peux trouver un bel appartement. Quelque chose de plus petit, plus facile à entretenir. Tu vieillis, maman. Cette maison est trop grande pour toi toute seule. Trop grande pour moi toute seule. Cette maison que j'avais nettoyée, entretenue et payée pendant 30 ans. Cette maison où j'avais soigné mon mari pendant sa dernière maladie, où j'avais élevé mon fils, où chaque pièce abritait des souvenirs plus précieux que l'or. Je ne veux pas déménager, dis-je doucement. L'expression de Marcel se durcit. Ce n'est pas vraiment ton choix. Papa m'a légué la maison. En fait, dis-je en retrouvant ma voix, ton père et moi avons acheté cette maison ensemble. Mon nom est sur l'acte de propriété. Sur l'hypothèque. J'ai autant le droit d'être ici que... Maman. La voix de Marcel était sèche maintenant. Ne rends pas les choses difficiles. Tu sais ce que papa aurait voulu. Mais je savais ce que papa aurait voulu. Il me l'avait dit, quelques mois avant sa mort. Il m'avait prévenu de ce moment précis. Je crois qu'il y a eu un malentendu, ai-je dit. Je ne vais nulle part. C'est chez moi. Marcel s'est approché. Je voyais dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de froid, de calculateur, de complètement étranger. Non, a-t-il dit. Ce n'est plus chez toi. Puis il a levé la main. Le bruit a résonné dans la cuisine comme un coup de feu. Ma joue a brûlé. Mes yeux se sont mis à pleurer. Mais le plus douloureux, c'était le choc, la prise de conscience que mon fils, mon bébé, le garçon que j'avais porté dans mon ventre, allaité et aimé de toutes mes forces, venait de me frapper de colère. Dans la cuisine où je lui avais préparé son petit déjeuner chaque matin pendant 18 ans. Dans la maison où je lui avais chanté des berceuses, bandé ses genoux écorchés et célébré chaque réussite, aussi petite soit-elle. Ce n'est plus ta maison, dit-il d'une voix basse et cruelle. Sors. Je touchai ma joue. Elle était brûlante, probablement rouge. Je sentais le goût du sang là où mes dents avaient entaillé ma lèvre. Céline observait depuis la porte. Ni horrifiée, ni choquée. Juste, satisfaite. Comme si c'était exactement ce qu'elle attendait. Marcel, murmurai-je. J'ai dit, sors. Et quelque chose en moi, quelque chose qui avait fléchi et fléchi sous le poids d'années d'irrespect et de mépris, finit par craquer. Pas en colère. En lucidité. Je regardais mon fils. Je le regardais vraiment.
Et je vis un étranger. Un homme capable de frapper sa mère le jour des funérailles de son père. Un homme capable de chasser une veuve endeuillée de chez elle. Un homme qui avait oublié toutes les leçons d'amour et de respect qu'Henri et moi avions essayé de lui inculquer. D'accord, dis-je doucement. Marcel cligna des yeux. Il s'attendait à une dispute, des larmes, des supplications. Pas à cette acceptation sereine. D'accord, ai-je répété. J'y vais. Je suis passé devant lui, puis devant Céline, puis je suis sorti de la cuisine et j'ai monté l'escalier jusqu'à ma chambre. Notre chambre. La chambre où Henri était mort 3 jours plus tôt. J'ai sorti une valise, la même que celle que j'avais utilisée pour notre lune de miel 30 ans plus tôt, et j'ai commencé à faire mes valises. Quelques vêtements de rechange. Mes bijoux. Quelques photos. L'essentiel pour quelques jours d'absence. Mais j'ai aussi emporté autre chose. Quelque chose que Marcel ignorait. La clé du coffre-fort. Le motel Lumière, en périphérie de Lyon, n'était pas le genre d'endroit que j'aurais imaginé. Moquette marron, papier peint à fleurs, un lit affaissé au milieu et une salle de bain qui sentait l'eau de Javel et le désespoir. Mais c'était propre. Et c'était calme. Et c'était à moi, aussi longtemps que j'en aurais besoin. Je me suis assise au bord du lit et j'ai essayé de digérer ce qui s'était passé. 6 heures plus tôt, j'étais chez moi, entouré de gens qui prétendaient se soucier de moi. Maintenant, j'étais dans une chambre de motel avec une valise et le cœur brisé, me demandant comment 30 ans d'amour et de sacrifice avaient pu mener à ce moment. Ma joue me piquait encore. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain et j'ai vu la marque rouge là où la main de Marcel avait touché mon visage. Preuve de trahison. Preuve de l'éloignement de mon fils par rapport au garçon que j'avais élevé. J'ai pensé appeler quelqu'un. Mais qui? Mes parents étaient partis. La famille d'Henri ne m'avait jamais particulièrement apprécié. Nos amis étaient surtout des couples, et j'avais déjà appris à quelle vitesse les amis de couple disparaissent quand on devient célibataire. J'étais seule. Mais, assise dans cette chambre de motel déprimante, je me suis souvenu d'une phrase d'Henri lors d'une de ses dernières conversations avec moi. Tu es plus forte que tu ne le penses. Plus forte que moi. Plus forte que Marcel ne le sera jamais. Le moment venu, tu sauras quoi faire. Le moment était venu. Et je savais quoi faire. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'agence du Crédit Lyonnais, place Bellecour. La même banque où Henri et moi avions contracté notre premier prêt immobilier 30 ans plus tôt. La même banque où nous avions fêté le remboursement de notre prêt auto, où nous avions ouvert le compte éducation de Marcel, où nous avions géré toutes les affaires financières de notre vie de couple. Monsieur Rousseau, le gérant, m'a immédiatement reconnu. Madame Dubois, a-t-il dit d'une voix douce et compatissante. J'ai été vraiment désolé d'apprendre pour Henri. Comment allez-vous? Je me débrouille, ai-je dit. J'ai besoin d'accéder à notre coffre-fort. Il m'a conduite au coffre, une petite pièce stérile bordée de boîtes métalliques numérotées. Boîte 247. J'avais vu Henri y ranger des choses au fil des ans, mais je n'y avais jamais prêté attention. Maintenant, je le faisais. Il y avait nos documents importants, comme prévu. Acte de naissance, acte de mariage, acte de propriété. Mais il y avait aussi d'autres choses. Des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main d'Henri. Une clé USB intitulée « Pour Marcel, en cas d'urgence ». Et un dossier intitulé « Testament complémentaire, privé ». Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Ma très chère épouse, si tu lis ceci, c'est qu'il s'est passé quelque chose que j'espérais ne jamais voir se produire. Marcel a révélé sa vraie nature, et tu as été forcé de te défendre. Je veux que tu saches que j'ai vu cela venir. Non pas par sagesse, mais parce que je connais notre fils. Je connais ses faiblesses, son égoïsme, sa capacité à justifier la cruauté quand elle sert ses intérêts. Tu lui as tout donné. Ton temps, ton énergie, ton amour, ton sacrifice. Et il t'a trahi en retour. Mais tu n'es pas impuissante. Tu n'es pas impuissante. Et tu n'es pas seule. Tout ce dont tu as besoin est dans cette boîte. Le testament complémentaire qui révoque l'héritage de Marcel s'il te maltraite un jour. L'enregistreur que j'ai caché dans le luminaire de la cuisine, oui, j'ai tout prévu. Les documents hypothécaires qui prouvent que tu es légalement propriétaire de notre maison. Tu as construit cette maison autant que moi. Tu l'as payée autant que moi. Elle t'appartient de droit, de par la loi et par amour. Ne les laisse pas t'effacer, mon chéri. Tu vaux tellement plus qu'ils ne le comprendront jamais. Avec tout mon amour, toujours, Henri. J'ai lu la lettre 3 fois avant que les mots ne pénètrent. Puis j'ai ouvert le testament supplémentaire. Il était complet. Terriblement complet. Si Marcel se livrait à des violences physiques ou psychologiques envers sa mère, s'il tentait de l'éloigner du domicile familial contre son gré,
S'il ne lui témoignait pas le respect et l'attention dus à la femme qui lui a donné la vie, alors tous les droits d'héritage seraient immédiatement révoqués. La maison resterait à moi. Le compte d'épargne resterait à moi. Tout resterait à moi. Et Marcel n'aurait rien. J'ai regardé la clé USB. L'appareil d'enregistrement dont Henri avait parlé. Avait-il enregistré ce qui s'était passé dans la cuisine? Les paroles de Marcel, sa gifle, son rejet glacial de la femme qui l'avait élevé? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Je suis allé à la bibliothèque municipale et j'ai branché la clé USB. Le fichier était étiqueté avec la date de la veille. J'ai mis des écouteurs et j'ai appuyé sur Play. La voix d'Henri résonna dans les haut-parleurs, lisant une déclaration dans ce qui devait être un microphone caché. Ici Henri Dubois, le 15 mars 2024. Je suis sain d'esprit et de corps, même si je sais que mon temps est limité. Je réalise cet enregistrement pour témoigner de mes inquiétudes concernant la façon dont mon fils Marcel traite sa mère, ma femme, l'amour de ma vie. J'ai constaté le manque de respect croissant de Marcel envers sa mère ces dernières années. Il la traite comme une domestique dans sa propre maison. Il rejette ses opinions, ignore ses contributions et parle de son avenir comme si elle n'avait pas son mot à dire. J'ai peur qu'après mon départ, il tente de la forcer à quitter le foyer qu'elle a tant travaillé à construire et à entretenir. J'ai peur qu'il l'efface, comme les hommes ont effacé les femmes pendant des siècles. Je ne permettrai pas que cela arrive. Le testament complémentaire que j'ai préparé garantit que si Marcel maltraite sa mère de quelque manière que ce soit, il perdra tous ses droits d'héritage. La maison lui restera, comme elle le devrait. Comme elle l'a toujours été, légalement et moralement. Je prie pour que cet enregistrement ne soit jamais nécessaire. Mais si c'est le cas, j'espère qu'il servira de preuve de mes intentions et de mon amour pour la femme qui a toujours été ma partenaire. L'enregistrement continua, mais il était différent. C'était le bruit de notre cuisine, le bourdonnement familier du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale. Et puis des voix. Ma voix, disant que je ne voulais pas déménager. La voix de Marcel, dure et froide, me disant que ce n'était pas mon choix. Ma voix à nouveau, mentionnant l'acte de propriété, l'hypothèque, mes droits légaux. Et puis la voix de Marcel, tranchant tout le reste comme une lame, ce n'est plus ta maison. Sors. Le bruit de la gifle. Mon halètement de douleur et de choc. La voix de Céline, parlant enfin, bien. Maintenant, elle sait. J'étais assise dans ce fauteuil de bibliothèque, entourée du murmure discret des gens vacants à leurs occupations habituelles, et j'écoutais la preuve audio de la trahison de mon fils. La preuve qu'Henri savait que cela arriverait, qu'il s'était préparé à ce moment même en mourant. Il m'avait protégé, même de la tombe. Maître Dubois était l'avocat d'Henri depuis 15 ans. Un homme petit et précis, au regard bienveillant et réputé pour son honnêteté. Lorsque j'appelai son bureau, il accepta de me recevoir immédiatement. « Madame Dubois » dit-il en se levant de son bureau à mon entrée. « Je vous attendais ? Vraiment ? Henri m'a dit que ce jour viendrait peut-être. J'espérais que non, mais... » Il désigna la chaise en face de son bureau. « Veuillez vous asseoir. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Je lui ai raconté tout. Les funérailles, la conversation dans la cuisine, l'ultimatum de Marcel, la gifle. Monsieur Dubois écouta sans interruption, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Lorsque j'eus terminé, il resta silencieux un long moment. « Je suis désolé, dit-il finalement. Pas seulement en tant qu'avocat, mais en tant que personne qui connaissait Henri. Il aurait le cœur brisé de voir à quel point il avait raison au sujet de Marcel. Que puis-je faire ? Monsieur Dubois ouvrit un classeur et en sortit un épais dossier. Henri s'est minutieusement préparé. Le testament complémentaire est infaillible. Les actes de Marcel hier ont déclenché toutes les clauses dont nous avons discuté. Il étala les documents sur son bureau. À ce jour, Marcel n'a aucun droit légal sur la maison, le compte d'épargne ou tout autre bien. Tout te revient. Mais le testament original est remplacé par le testament complémentaire, signé plus récemment et qui prévoit des dispositions spécifiques pour ce cas précis. Monsieur Dubois me regarda sérieusement. Marcel a fait le jeu de son père. L'enregistrement que vous avez fourni est une preuve évidente de violence physique et psychologique. Aucun tribunal ne contesterait votre droit de faire respecter ces conditions. Que dois-je faire maintenant ? Cela dépend de ce que vous souhaitez obtenir. Voulez-vous vous réconcilier avec Marcel ? Voulez-vous le punir ? Voulez-vous simplement vous protéger ? J'y ai réfléchi. Au garçon que Marcel avait été et à l'homme qu'il était devenu. À l'avertissement d'Henri et à ses préparatifs. À la douleur de cette gifle et à la froideur du regard de mon fils. Je veux la justice, dis-je. Pas la vengeance. Justice. Monsieur Dubois sourit. Alors, rendons-nous justice.
Le rendez-vous fut fixé au samedi suivant. Monsieur Dubois insista sur un terrain neutre, son bureau, pas ma maison, ni l'appartement de Marcel. Professionnel, formel, juridiquement contraignant. Marcel arriva avec Céline et leur propre avocate, une jeune femme en tailleur coûteux qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Ils s'assirent en face de moi à la table de conférence, Marcel évitant mon regard, Céline me fixant avec une hostilité à peine dissimulée. « Merci à tous d'être venus », commença Monsieur Dubois. « Nous sommes ici pour discuter de la succession d'Henri Dubois et clarifier certaines questions juridiques apparues depuis son décès. » L'avocat de Marcel se pencha en avant. « La position de mon client est claire. Le testament lègue tout à Marcel Dubois. Il n'y a aucune contestation quant aux intentions du testateur. » En fait, dit Monsieur Dubois, il y en a une. Il déposa un document sur la table. Ceci est un testament complémentaire, signé par Henri Dubois 6 mois avant sa mort. Il contient des dispositions spécifiques qui annulent le testament initial dans certaines circonstances. Marcel regarda le document comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à le mordre. Quel genre de dispositions? Des dispositions concernant le traitement que vous avez réservé à votre mère. Un silence s'installa dans la pièce. Monsieur Dubois poursuivit d'une voix calme et professionnelle. Le testament complémentaire stipule que si vous avez commis des violences physiques ou psychologiques envers votre mère, si vous avez tenté de l'éloigner du domicile familial contre son gré, ou si vous lui avez manqué de respect, tous vos droits successoraux seront révoqués. Le visage de Marcel devint blanc. Ce n'est pas légal. Il ne peut pas faire ça. En fait, il le peut. Et il l'a fait. Monsieur Dubois sortit un autre document. Ceci est un enregistrement réalisé dans la cuisine de la maison familiale le jour des funérailles d'Henri. Souhaitez-vous l'écouter? Non, répondit rapidement Marcel. Ce n'est pas nécessaire. Mais Monsieur Dubois appuyait déjà sur « lecture ». La voix de mon fils emplit la pièce. Froide, dédaigneuse, cruelle. Ce n'est plus ta maison. Sors. Le bruit de la gifle. Mon hoquet de douleur. La voix satisfaite de Céline, bien. Maintenant, elle sait. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'avocate de Marcel s'éclaircit la gorge. Je vais devoir examiner ces documents. Vous les trouverez en parfait état? Interrompit Maître Dubois. Légalement attestés, notariés et déposés auprès des autorités compétentes. Il n'y a aucune ambiguïté. Marcel me regarda enfin. Ses yeux étaient humides, désespérés. Maman, je suis désolé. J'étais bouleversé, je n'avais pas les idées claires. Tu sais que je t'aime. Vraiment? Demandai-je doucement. Bien sûr que si. Je suis ton fils. J'ai fait une erreur, mais... Tu m'as frappé, dis-je. Dans la cuisine où je préparais ton petit déjeuner tous les matins pendant 18 ans. Tu m'as frappé et jeté dehors le jour où j'ai enterré ton père. J'étais en deuil. Moi aussi. Marcel regarda autour de lui, les avocats, Céline, les documents étalés sur la table comme des preuves à un procès. Ce qu'ils étaient, d'une certaine manière. Que veux-tu? Demanda-t-il finalement. Je veux que tu comprennes ce que tu as perdu, dis-je. Pas seulement l'héritage. Pas seulement la maison. Mais la relation que nous aurions pu avoir. L'amour qui aurait pu perdurer. La famille qui aurait pu être. Il n'est pas trop tard, dit rapidement Marcel. On peut arranger ça. Je peux arranger les choses. Tu peux? Demandai-je. Peux-tu retirer cette gifle? Peux-tu retirer ces mots? Peux-tu retirer ces 30 années à me prendre pour acquis? Marcel se mit à pleurer. Non pas les larmes silencieuses d'un sincère remords, mais les sanglots désespérés de quelqu'un qui vient de réaliser le véritable prix de ses actes. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien, dis-je. Tu as fait ça. Tu as fait ce choix. Tu as détruit cette relation. Je me suis levé. Monsieur Dubois, veuillez procéder au transfert légal de tous les biens. Je veux que tout soit en ordre. Bien sûr. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et me suis retourné vers Marcel. Vous m'aviez dit que ce n'était plus ma maison, ai-je dit. Je vous croyais. Mais vous aviez tort. Ce n'était jamais votre maison. C'était la mienne. Construite par mon travail, financée par mes sacrifices, entretenue par mon amour. Vous y avez simplement vécu. Puis je les ai laissés là, dans cette salle de conférence stérile, face aux conséquences de leur choix. En une semaine, tout était officiel. La maison était légalement mienne. Le compte épargne était légalement mienne. La petite police d'assurance qu'Henri avait souscrite était légalement mienne. Marcel et Céline ont dû quitter la maison où ils comptaient fonder une famille. Ils ont dû trouver leur propre logement, payer leur loyer,
construire leur propre vie sans les fondations dont ils s'attendaient à hériter. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'aurais dû me sentir justifiée. Au lieu de cela, je me suis sentie vide. J'ai traversé ma maison et j'ai vu des fantômes partout. Henri lisant son journal dans le salon. Marcel enfant, construisant des cabanes avec les coussins du canapé. Les dîners de famille autour de la table de la cuisine, quand nous étions vraiment une famille. La maison était à moi, mais je ne m'y sentais plus comme chez moi. J'avais l'impression d'être dans le musée d'une vie qui n'existait plus. Marcel a appelé plusieurs fois. Il a laissé des messages vocaux qui ont commencé par la colère, puis par des supplications, et finalement par le désespoir. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas rappelé. Que dire? Céline est passée une fois, pensant que je n'étais pas là. Je l'ai regardée par la fenêtre de l'étage se promener dans le jardin, contemplant les rosiers qu'Henri avait plantés, le pommier que nous avions planté quand Marcel avait 5 ans. Elle avait l'air perdue, confuse, comme si elle ne comprenait pas comment ses plans minutieusement planifiés avaient pu s'effondrer à ce point. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais je me suis souvenu de sa voix sur l'enregistrement. Bien. Maintenant, elle sait. Elle avait voulu cette confrontation. Elle avait poussé Marcel à y aller, sachant exactement ce qui allait se passer. Elle avait parié qu'une veuve endeuillée serait facile à intimider, facile à rejeter. Elle avait eu tort. 3 mois après les funérailles d'Henri, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai appelé une agence immobilière. Je veux vendre la maison, lui ai-je dit. Oh, a-t-elle répondu, visiblement surprise. Je pensais, enfin, vu tout ce qui s'est passé, je pensais que vous souhaiteriez rester. Les nouvelles se répandent vite dans les petites communautés. Tout le monde était au courant du testament, de la confrontation, du drame familial qui s'était joué dans les cabinets d'avocats et les salles d'audience. J'étais soit une victime, soit une méchante, selon la personne qui racontait l'histoire. Je ne veux pas rester, ai-je dit. Je veux repartir à zéro. L'agent était professionnel, efficace. La maison était en bon état, le quartier était recherché, le marché était porteur. Elle se vendrait rapidement, m'a-t-elle assuré. Mais j'avais une condition, je veux la vendre à un acheteur précis, ai-je dit. Ah bon? Vous avez quelqu'un en tête? Oui. La Fondation pour les femmes âgées déplacées. Elle gère des programmes de logement pour les femmes âgées qui ont perdu leur logement à cause de problèmes familiaux, de difficultés économiques ou de violences conjugales. L'agent immobilier parut perplexe. Cela réduirait probablement considérablement le prix de vente. Les organisations à but non lucratif proposent généralement des prix inférieurs à la valeur du marché. Peu m'importe le prix, répondis-je. Ce qui m'importe, c'est l'objectif. La fondation était ravie. La maison serait transformée en logement de transition pour 4 femmes, chacune avec sa propre chambre et des espaces communs. Des femmes comme moi, qui avaient été effacées de leur vie par des gens qui prétendaient les aimer. L'ironie était parfaite. Marcel et Céline verraient d'autres femmes, des femmes trahies par leur propre famille, vivre dans la maison dont elles s'attendaient à hériter. Chaque fois qu'ils descendaient la rue des Marronniers, ils constataient leur propre échec. La maison remplirait enfin sa fonction première, accueillir des femmes en besoin de protection. La veille de la finalisation de la vente, Marcel est venu me voir. J'étais en train de ranger mes dernières affaires quand j'ai entendu frapper à la porte. Par le Judas, je l'ai vu debout sur le perron, les épaules affaissées, les mains enfoncées dans ses poches. Il ressemblait au garçon que j'avais élevé. Vulnérable, incertain, en quête de réconfort. L'espace d'un instant, j'ai failli ouvrir la porte. Au lieu de cela, j'ai parlé. « Que veux-tu, Marcel ?»« Je veux te parler, maman. S'il te plaît. Juste quelques minutes. On n'a rien à se dire. Je sais que tu vends la maison. Je suis au courant pour les fondations. Je comprends ta colère, mais... Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je ne suis plus en colère. J'en ai fini. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne vends pas la maison de papa à des inconnus. Ce ne sont pas des inconnus, ai-je dit. Ce sont des femmes qui ont besoin d'un foyer. Des femmes dont la famille les a abandonnées. Des femmes comme moi. Tu n'es pas comme eux. Tu es ma mère. Être ta mère ne t'a pas empêché de me frapper. Silence. Je sais, dit-il finalement. Je sais, et je suis désolé. J'ai eu tort. J'ai été cruel. J'étais tout ce que papa m'a appris à ne jamais être. Si, tu l'étais. Tu ne peux pas me pardonner? Je m'appuyai contre la porte, la main plaquée contre le bois qui nous séparait. Pardonner, ce n'est pas oublier, Marcel. Et ce n'est pas revenir en arrière. Mais nous sommes une famille. On ne se frappe pas. On ne se jette pas à la rue.
On ne s'efface pas? Je l'entendis se remettre à pleurer. Ce son brisa quelque chose en moi, mais pas comme il l'espérait. Je te pardonne, dis-je doucement. Je te pardonne, car garder la colère ne ferait que me faire du mal. Mais pardonner ne signifie pas que je te fais confiance. Cela ne signifie pas que je te veux dans ma vie. Et cela ne signifie pas que je vais réparer ce que tu as brisé. Maman, tu as fait ton choix, Marcel. Dans cette cuisine, le pire jour de ma vie, tu as choisi Céline plutôt que moi. Tu as choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Tu as choisi d'être le genre d'homme dont ton père aurait honte. Je peux changer. Peut-être que tu peux. Je l'espère. Mais tu devras le faire sans moi. Je me suis éloigné de la porte, le laissant debout sur le perron. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Ce fut la dernière fois que je vis mon fils. La vente se conclut sans complication. La Fondation pour les femmes âgées déplacées prit possession de la maison un mardi de juin. De l'autre côté de la rue, je regardais les premières résidentes emménagées, 3 femmes âgées de 55 à 72 ans, chacune portant sa propre histoire de trahison et de survie. Ils planteraient de nouvelles fleurs dans le jardin d'Henri. Ils préparaient des repas dans la cuisine où Marcel m'avait frappé. Ils dormiraient paisiblement dans des pièces qui avaient autrefois résonné de colère et de déception. La maison serait enfin ce qu'elle avait toujours été censée être, un foyer. Avec le produit de la vente, j'ai acheté un petit chalet dans les montagnes près d'Annecy. Rien d'extraordinaire, 2 chambres, un poêle à bois, des fenêtres donnant sur le lac d'Annecy et les Alpes au loin. Un endroit où je pouvais entendre mes propres pensées, où je pouvais me rappeler qui j'étais avant de devenir l'épouse, la mère, la victime de quelqu'un. J'avais 62 ans, je recommençais avec rien d'autre que mon courage et mon histoire. C'était terrifiant. C'était libérateur. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je vivais dans le chalet depuis environ 6 mois quand j'ai découvert quelque chose d'inattendu, j'avais des choses à dire. Pas seulement sur Marcel, sur la trahison, sur la bataille juridique. Mais surtout, sur le travail invisible des femmes, les sacrifices que nous faisons, la façon dont nous disparaissons dans la vie des autres jusqu'à ne plus nous souvenir de qui nous étions avant de servir tout le monde. J'ai commencé à écrire. Rien d'extraordinaire, juste des pensées sur le papier. Souvenirs, observations, réflexions sur une vie à moitié vécue et un avenir plein de possibilités. Un soir, je lisais sur le récit numérique, sur les femmes qui partagent leurs expériences en ligne, créant des communautés de soutien et de compréhension. Sur un coup de tête, j'ai installé un simple dispositif d'enregistrement dans mon salon, juste un micro et mon ordinateur portable, et j'ai commencé à parler. « Bonjour », ai-je dit dans le micro, la voix d'abord tremblante. « Je m'appelle, eh bien, mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est mon histoire. Et aujourd'hui, je veux la partager avec vous. » J'ai appelé ma chaîne « Grande-mère vraie ». Non pas parce que j'étais la grand-mère de qui que ce soit, mais parce que je voulais être la voix qui disait aux jeunes femmes ce que leur vraie grand-mère n'aurait peut-être pas pu dire. La vérité sur la famille. La vérité sur le sacrifice. La vérité sur la différence entre l'amour et l'obligation. La première vidéo était brutale, émouvante, à peine cohérente par endroits. J'ai failli la supprimer une 12aine de fois avant de finalement la publier, les doigts tremblants. En une semaine, elle avait été vue 50 000 fois. Les commentaires ont afflué. Des femmes de toute la France, de toute l'Europe, du monde entier, partageaient leurs propres histoires de trahison familiale, d'effacement, de rejet et de prise pour acquis. Des femmes qui avaient attendu toute leur vie d'entendre quelqu'un dire « Tu comptes. Ton histoire compte. Ce qui t'est arrivé était mal. » J'ai fait une autre vidéo. Puis une autre. Chacune un peu plus soignée, un peu plus assurée, mais toujours honnête. Toujours vraie. J'ai parlé du mythe de l'amour inconditionnel, de la façon dont on apprend aux femmes à accepter n'importe quel traitement pourvu qu'il vienne de la famille. J'ai parlé de la différence entre le sacrifice et le martyre, entre donner et être enlevé. J'ai parlé de Marcel, d'Henri, de la maison qui avait été ma prison et mon royaume. J'ai parlé du moment où j'ai compris que le lien de sang ne garantit pas l'amour et que l'amour n'exige pas le lien de sang. Mais surtout, j'ai parlé du cheminement du silence à la parole, de victime à survivante à militante. L'audience a grandi. Des centaines d'abonnés sont devenus des milliers. Des milliers sont devenus des dizaines de milliers. Des femmes m'ont écrit pour me dire que mes vidéos leur avaient permis de quitter des situations de violence, de poser des limites avec leur famille, de se choisir elles-mêmes pour la première fois de leur vie. Je n'étais plus seulement une femme trahie par son fils. J'étais la voix de femmes réduites au silence, effacées, oubliées. J'étais enfin celle que je devais être. 2 ans après avoir commencé à réaliser des vidéos, j'ai reçu une invitation qui a tout changé.
Le Conseil européen des droits des femmes m'a invité à prendre la parole à sa conférence annuelle à Bruxelles. Non pas en tant que victime, mais en tant que militante. Non pas comme une personne à plaindre, mais comme une personne à entendre. Devant un public de 300 femmes avocates, militantes, politiques, travailleuses sociales, j'ai raconté mon histoire. Pas la version édulcorée, pas celle qui mettrait tout le monde à l'aise, mais la vérité. J'ai parlé de la gifle qui m'a réveillée, de la bataille juridique qui m'a sauvée, du choix de quitter une relation qui me détruisait à petit feu. J'ai parlé de la maison devenue refuge, de la voix devenue tribune, de la douleur devenue but. L'ovation debout a duré 5 minutes. Ensuite, des femmes sont venues me raconter leurs propres histoires. Une juge victime d'abus financiers de la part de ses enfants adultes. Un médecin dont le frère avait tenté de la faire déclarer inapte afin de pouvoir contrôler ses biens. Une enseignante dont la fille avait tenté de la faire interner contre son gré dans une maison de retraite. Des femmes qui avaient du pouvoir, de l'éducation, des ressources, et qui avaient pourtant été victimes de la violence de leurs proches. Merci, répétait-elle sans cesse. Merci de nous avoir montré que nous n'avons pas à l'accepter. Merci de nous avoir montré que nous pouvons riposter. Merci d'avoir prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. J'ai alors compris que mon histoire ne se limitait plus à moi. Elle s'inscrivait dans quelque chose de plus vaste, de nécessaire, de quelque chose qui pouvait sauver des vies et redonner de la dignité à des femmes qui avaient oublié qu'elles méritaient les deux. 3 ans après la confrontation chez l'avocat, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Marcel. J'ai failli la jeter sans la lire. J'avais construit une belle vie sans lui, une vie pleine de sens. Je n'avais pas besoin de ses excuses ni de ses excuses. Je n'avais absolument besoin de rien de lui. Mais la curiosité a pris le dessus, comme souvent. Chère maman, je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de moi. Je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire après ce que j'ai fait. Mais j'ai besoin que tu saches certaines choses, même si tu ne réponds jamais. Céline m'a quitté il y a 6 mois. Elle disait que j'étais faible, que j'aurais dû me battre plus fort pour la maison, que j'aurais dû trouver un moyen de te forcer à nous donner ce que nous voulions. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne t'avais pas poursuivi en justice, pourquoi j'avais accepté la décision de l'avocat, pourquoi je t'avais laissé gagner. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas une question de gagner ou de perdre. C'était à cause de ce que j'avais fait à la femme qui m'avait élevé, qui avait tout sacrifié pour moi, qui m'aimait même quand je ne le méritais pas. Mais elle ne comprenait pas ça non plus. En partant, elle a presque tout pris. Non pas qu'il y ait eu grand-chose à prendre. Sans la maison, sans l'héritage, on n'avait jamais vraiment de base solide. Je le vois maintenant. Je vis dans un petit appartement à Villeurbanne maintenant. Je travaille dans le bâtiment comme papa. C'est un travail honnête, et ça me donne le temps de réfléchir à qui je suis devenu et à qui je veux être. J'ai regardé tes vidéos. Toutes. Je sais que ça te met sûrement mal à l'aise, mais j'avais besoin de comprendre ce que je t'avais fait. Pas seulement ce jour-là dans la cuisine, mais au fil des années. La façon dont je t'ai rejeté, ignoré, traité comme si tu étais invisible. Je suis fier de toi, maman. Fier de ta résistance, fier de la vie que tu as construite, fier des femmes que tu aides. Tu fais quelque chose d'important, quelque chose qui compte. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends de quoi papa essayait de te protéger. Je comprends pourquoi il a fait ces dispositions dans le testament. Je comprends pourquoi tu as dû partir. J'étais le fils qui a brisé le cœur de sa mère et je ne m'en suis rendu compte que trop tard. J'essaie d'aller mieux. Je vais en thérapie. J'apprends le respect, le consentement, comment les hommes peuvent maltraiter les femmes sans même reconnaître qu'il s'agit de maltraitance. J'apprends que l'amour sans respect n'est que possession. Je n'attends rien de toi. Je ne veux rien de toi, sauf peut-être savoir que j'ai enfin compris ce que j'ai perdu. Prends soin de toi, maman. Continue à raconter ton histoire. Continue d'aider d'autres femmes à trouver leur voie. Le monde a besoin de plus de femmes comme toi, et de moins d'hommes comme moi. Avec tous mes regrets et tout mon amour, Marcel. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et rangée dans un tiroir avec d'autres documents de mon passé, non pas pour les chérir, mais pour me souvenir. Marcel apprenait, grandissait, devenait l'homme que son père avait espéré qu'il soit. Mais il était trop tard pour nous. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Certaines relations, une fois détruites, ne peuvent être reconstruites. J'étais heureuse qu'il change. J'espérais qu'il deviendrait quelqu'un de digne d'amour, quelqu'un capable de donner de l'amour sans tout prendre en retour. Mais pour cela, il faudrait construire de nouvelles relations, gagner une nouvelle confiance, faire ses preuves auprès de personnes qui ne portaient pas le poids de vieilles blessures. Je lui ai souhaité bonne chance. De loin.
À mesure que ma plateforme grandissait, quelque chose de beau a commencé à se produire. Les femmes qui regardaient mes vidéos, qui partageaient leurs histoires dans les commentaires, qui m'écrivaient pour me raconter leurs expériences, elles ont commencé à se connecter les unes aux autres. Une femme de Marseille, victime d'abus financiers de la part de son fils, a contacté une femme de Bordeaux qui vivait la même chose. Une grand-mère parisienne, dont la belle-fille avait monté ses petits-enfants contre elle, a trouvé du soutien auprès d'autres femmes confrontées à l'aliénation parentale. Elles ont créé des groupes de soutien, en ligne et en présentiel. Elles ont partagé des ressources, conseils juridiques, planification financière, services de conseil. Elles ont créé un réseau de femmes qui comprenaient la réalité des traumatismes familiaux, que la maltraitance des personnes âgées est souvent interne à la famille, et que les femmes ont le droit de se protéger, même de leurs propres enfants. J'ai commencé à animer des sessions en direct une fois par mois, où les femmes pouvaient partager leurs histoires en temps réel, demander conseil et offrir leur soutien. Ces sessions attiraient régulièrement des milliers de spectateurs, des femmes de dizaines de pays, toutes unies par le sentiment commun d'être effacées par ceux qui prétendaient les aimer. Nous nous sommes baptisées les femmes invisibles. Des femmes qui avaient été négligées, rejetées, tenues pour acquises, et qui se faisaient enfin connaître. La communauté s'est développée au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Nous avons organisé des ateliers juridiques, des séminaires de planification financière, des cours d'autodéfense. Nous avons créé des guides de ressources pour les femmes quittant des familles violentes. Nous avons créé un fonds d'urgence pour aider les femmes qui devaient fuir des foyers dangereux. Ce qui avait commencé comme le récit de trahison d'une femme était devenu un mouvement pour la dignité et l'autodétermination des femmes. 5 ans après mon installation à la montagne, j'ai décidé de visiter Lyon. Non pas pour voir Marcel, nous n'avions aucune relation à renouer. Mais pour voir la maison, voir ce que la Fondation en avait fait, pour assister à la transformation d'un lieu qui avait autrefois symbolisé mon oppression en un espace de libération pour d'autres femmes. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, à l'endroit même où je m'étais tenu le jour de la vente. La maison avait changé, pas de façon spectaculaire, mais par de petits détails qui témoignaient de l'attention et de l'attention. Le jardin était florissant, rempli de légumes et d'herbes aromatiques plutôt que de simples plantes ornementales. Le porche avait été agrandi, avec des chaises et une petite table où les résidents pouvaient s'asseoir et se rencontrer. Il y avait 4 boîtes aux lettres près de la porte d'entrée, chacune portant un nom différent. 4 femmes qui avaient trouvé refuge dans l'espace où je m'étais senti autrefois piégé. Sous mes yeux, une femme d'un certain âge sortit, probablement la soixantaine, les cheveux gris et le visage confortable et posé. Elle tenait un arrosoir et s'occupait des fleurs dans les jardinières. Une femme plus jeune la rejoignit, la cinquantaine peut-être, avec cette posture prudente qui trahissait une personne encore en convalescence. Elles discutaient tout en travaillant, à l'aise l'une avec l'autre. Voilà à quoi devait ressembler une maison. Ni la perfection, ni la richesse, ni le rêve d'une famille nucléaire vivant heureuse pour toujours. Mais la sécurité, la communauté. Des femmes qui se soutenaient, guérissaient ensemble, construisaient quelque chose de vrai et de durable. La maison avait enfin trouvé sa raison d'être. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai remarqué une petite plaque près de la porte d'entrée que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis approché pour la lire. Maison des femmes courageuses. En l'honneur de toutes les femmes qui se choisissent, qui expriment leur vérité, qui refusent d'être effacées. Que cette maison offre refuge, force et solidarité à celles qui en ont le plus besoin. En dessous, en plus petit texte, don d'une femme qui a appris que la maison n'est pas un lieu, mais un choix. J'ai touché doucement la plaque en pensant à Henri, à la vie que nous avions construite ensemble, aux fils que nous avions élevés et perdus. En pensant à toutes les femmes qui trouveraient refuge entre ces murs, qui apprendraient qu'elles méritaient mieux, qui découvriraient leur propre voix et leur propre force. Tel était mon héritage. Non pas le fils qui m'avait rejeté, mais les femmes que mon histoire allait valoriser. Non pas la famille qui avait échoué, mais la communauté qui avait rené ses cendres. On me demande parfois si j'ai des regrets. Si j'aurais aimé gérer les choses différemment, être plus indulgente, faire plus d'efforts pour entretenir ma relation avec Marcel. La réponse est complexe. Je regrette que Marcel soit devenu le genre d'homme capable de frapper sa mère. Je regrette qu'Henri soit mort en sachant que son fils était capable d'une telle cruauté. Je regrette que notre histoire familiale se soit terminée par des batailles juridiques plutôt que par l'amour. Mais je ne regrette pas de m'être protégée. Je ne regrette pas d'avoir choisi ma dignité plutôt que de fausses paix. Je ne regrette pas d'avoir quitté une relation qui me détruisait à petit feu. Et je ne regrette absolument pas d'avoir trouvé ma voie. Dans mes vidéos, je dis aux femmes, vous n'êtes pas obligées d'accepter la violence parce qu'elle vient de la famille. Vous n'êtes pas obligées de vous sacrifier sur l'autel des attentes des autres. Vous n'êtes pas obligées d'être reconnaissantes pour le strict minimum de décence humaine. Je leur dis, un amour qui vous oblige à disparaître n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Et vous avez le droit de refuser d'être possédé, même par vos propres enfants.
Je leur dis, votre histoire compte. Votre douleur est réelle. Vos décisions concernant votre vie sont légitimes. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour choisir vous-même. Ce sont les leçons que j'ai apprises de la manière la plus dure qui soit. Voilà les vérités que j'ai découvertes lorsque j'ai enfin cessé d'avoir peur d'être seul et commencé à craindre d'être effacé. J'ai 67 ans aujourd'hui. Assez âgé pour bénéficier de réductions pour les seniors, assez jeune pour avoir de nombreuses années devant moi. Mes cheveux sont complètement gris, mes mains portent les marques de décennies de travail, mon visage reflète la sagesse qui naît de la survie à la trahison et du choix de la résilience. Je vis simplement dans mon chalet de montagne. Chaque matin, je me réveille avec le lac d'Annecy scintillant au soleil. Je bois du café dans une tasse sur laquelle est écrit « Néanmoins, elle a persisté », un cadeau d'une spectatrice californienne qui m'a dit que mon histoire l'avait inspirée à quitter son mariage violent. 3 fois par semaine, j'enregistre des vidéos pour ma chaîne. 1 fois par mois, j'anime des sessions en direct. Plusieurs fois par an, j'interviens lors de conférences, dans des refuges pour femmes, dans des universités où des jeunes femmes se familiarisent avec le féminisme, la dynamique familiale et le droit à l'autodétermination. J'ai maintenant plus d'1 demi-million d'abonnés, dans des dizaines de pays. Les sections commentaires de mes vidéos regorgent de femmes qui partagent leurs histoires, se soutiennent mutuellement, célèbrent les petites victoires et les grandes avancées. Je reçois des lettres et des courriels de femmes qui me disent que mon histoire leur a permis de fixer des limites avec des membres toxiques de leur famille. De femmes qui ont enfin quitté des situations de violence après des décennies à chercher des excuses. De jeunes femmes qui ont compris très tôt qu'elles ne doivent ni leur corps, ni leur maison, ni leur vie à qui que ce soit simplement parce qu'elles partagent leur ADN. Voilà ma vie aujourd'hui. Pas celle que j'avais imaginée à 23 ans, à mon mariage, à 30 ans, à mon bébé, à 50 ans, à l'heure où je prenais soin d'un mari mourant. Mais une vie qui m'appartient entièrement, construite selon mes propres critères, au service d'une cause profonde. Marcel m'envoie une carte chaque année pour mon anniversaire. Rien de compliqué, juste une simple carte avec sa signature et quelques mots. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Je ne réponds pas et ne les jette pas. C'est une reconnaissance sans engagement, un contact sans relation. J'espère qu'il est devenu un homme meilleur. J'espère qu'il a appris à traiter les femmes avec respect, à les considérer comme des êtres humains à part entière plutôt que comme des soutiens pour ses propres besoins. J'espère qu'un jour il trouvera l'amour, fondé sur le respect mutuel plutôt que sur le pouvoir et le contrôle. Mais c'est son chemin à parcourir. Le mien m'a mené ici, dans cette cabane, sur cette plateforme, dans cette communauté de femmes courageuses qui refusent d'être invisibles. Alors que je suis assise ici, à écrire cette histoire pour vous, je veux vous laisser quelque chose de précis. Ce n'est pas seulement du divertissement, ce n'est pas seulement une révélation dramatique, mais une sagesse pratique qui pourrait vous aider dans votre propre vie. Si vous écoutez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes pris pour acquis, rejeté, effacé par des gens qui prétendent vous aimer, sachez ceci, vous avez des options. Vous avez des droits. Vous avez de la valeur. Documentez tout. Conservez une trace de vos contributions financières, de vos documents juridiques, de vos conversations qui révèlent la vraie nature de vos relations. Protégez-vous légalement et financièrement, car les appels émotionnels fonctionnent rarement avec ceux qui vous voient comme une ressource plutôt que comme une personne. Construisez votre propre réseau de soutien. Trouvez des personnes qui comprennent votre valeur, qui respectent votre autonomie, qui célèbrent vos réussites au lieu de chercher à les minimiser. Il se peut qu'elles ne soient pas de votre famille biologique, et ce n'est pas grave. La famille est une question d'amour et de soutien, pas de génétique partagée. Fiez-vous à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Si vous êtes maltraité, c'est probablement le cas. Ne laissez personne vous influencer et vous faire accepter un comportement inacceptable simplement parce qu'il vient de quelqu'un que vous êtes censé aimer inconditionnellement. Connaissez votre valeur. Vous n'êtes pas obligé d'être reconnaissant pour les miettes. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les abus parce que quelqu'un vous témoigne de la gentillesse de temps en temps. Vous méritez un respect constant, un amour sincère et la reconnaissance de vos contributions. Et enfin, il n'est jamais trop tard pour se choisir. J'avais 62 ans lorsque j'ai quitté tout ce que je connaissais pour construire une vie digne. Vous n'avez pas besoin d'attendre la permission, le moment idéal, pour que les autres changent. Vous pouvez vous choisir maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Votre histoire compte. Votre voix compte. Vous comptez. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Je veux terminer là où j'ai commencé, avec gratitude. Non pas pour la trahison qui m'a amené ici, mais pour la force que j'ai découverte en moi lorsque tout ce qui m'était familier s'est effondré. Je suis reconnaissante envers Henri, qui m'a suffisamment aimé pour me protéger même après ma mort. Je suis reconnaissante envers le système judiciaire qui a reconnu mes droits même lorsque mon propre fils ne les a pas reconnus. Je suis reconnaissante pour ce chalet, cette vue, cette vie tranquille qui m'appartient entièrement. Je suis reconnaissante envers toutes les femmes qui ont partagé leur histoire avec moi, qui ont trouvé du courage dans mon expérience, qui ont fait leur choix malgré le prix à payer.
Et je vous suis reconnaissante d'avoir écouté mon histoire, de lui avoir accordé l'attention et le respect qu'elle mérite. Dans un monde qui tente souvent de réduire les femmes au silence, surtout les femmes âgées, votre écoute est un acte révolutionnaire. Mon fils m'a giflé et m'a dit de quitter ma propre maison. Il pensait mettre fin à quelque chose, mon confort, ma sécurité, ma place dans la famille. Au lieu de cela, il commençait quelque chose. Ma vraie vie. Ma voix authentique. Mon parcours, de femme invisible à force inébranlable de changement. La maison a disparu, mais je suis toujours là. Plus forte que jamais. Parlant plus fort que jamais. Plus moi-même que jamais. Cette gifle était censée me réduire au silence. Au lieu de cela, elle m'a libérée. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de croire que les femmes comme moi, les femmes comme nous méritent d'être entendues. Merci de faire partie d'une communauté qui refuse de laisser quiconque disparaître dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Continuez à raconter vos histoires. Continuez à vous choisir. Continuez à refuser d'être effacé. Le monde a aussi besoin de votre voix. Elle vous rappelle que vous êtes vu, que vous avez de la valeur et que vous n'êtes jamais seul. Cette histoire est dédiée à toutes les femmes qui se sont senties invisibles dans leur propre vie, et à toutes celles qui ont trouvé le courage de se faire connaître. Vos histoires comptent. Vos voix comptent. Vous comptez.